Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. L'Arabie Saoudite accueille un sommet arabe extraordinaire. Cette réunion d'urgence se tiendra demain à la Mecque. Le 14e sommet de l'organisation de la conférence islamique est également prévu. Les ministres de l'Éducation nationale et de la Santé tiennent une conférence de presse commune à Rabat. Ils annoncent leur engagement à répondre à 14 des 16 revendications exprimées par les étudiants en médecine en grève depuis 2 mois. Le Peace Boat fait escale à Tanger. Ce navire d'une organisation non gouvernementale japonaise effectue un périple qui le mènera de la Méditerranée à l'Amérique du Nord pour sensibiliser la jeunesse et la société civile aux questions environnementales et climatiques. Génération africaine, la force du design, un ouvrage de Hicham El Hello et Mugendi Emrita. Le livre témoigne de l'expérience de 50 designers africains qui expriment toute la diversité culturelle du continent. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a offert hier à la résidence royale à Salé un iftar en l'honneur de Jared Kushner, conseiller principal du président des États-Unis d'Amérique, qui effectue une visite au Maroc. On prit part à cet iftar Jason Greenblatt, représentant spécial américain pour les négociations internationales, Fouad Ali Lhima, conseiller de Sa Majesté le Roi, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Auparavant, le souverain a eu des entretiens avec Jared Kushner qui ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique ancien, solide et multidimensionnel entre le Maroc et les États-Unis, ainsi que sur les évolutions et développements que connaît la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite s'apprête à accueillir un sommet arabe extraordinaire. Cette réunion d'urgence aura lieu demain à la Mecque. La situation sécuritaire dans le Golfe sera au cœur des débats. Un sommet de l'organisation de la conférence islamique est également prévu. La réunion préparatoire se tient en ce moment même dans la ville de Jeddah. C'est la première d'une longue série de rencontres. Cette réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, consacrée à l'examen de l'ordre du jour du 14e sommet islamique prévu vendredi à la Mecque. Un conclave qui se tiendra après 2 autres rencontres extraordinaires de haut niveau. Le sommet des pays arabes convoqué à la demande du roi Salman Ben Abdelaziz d'Arabie Saoudite, suivi du sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe. Ainsi, en moins de 48 heures, les dirigeants des pays arabes et islamique et du Golfe auront à débattre de questions essentiellement sécuritaires. Au cœur de ces discussions, les derniers développements dans la région, dans le sillage des attaques par des missiles balistiques tirés par les milices Houthis contre les territoires saoudiens. Les questions liées au terrorisme, à l'extrémisme, à l'islamophobie et à la montée en puissance du discours xénophobe et anti-musulman sont également à l'ordre du jour. Le Maroc est représenté lors du 14e sommet islamique par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Nasser Bourita. L'objectif de ces rencontres successives est de se pencher sur les moyens d'unifier les efforts du monde islamique et de dégager une position commune et cohérente vis-à-vis des questions qui menacent l'unité de la Oumma islamique et son avenir. Deuxième jour de grève générale au Soudan, lancée à l'appel du mouvement de contestation. La grève vise à faire pression sur l'armée. Les protestataires réclament un transfert du pouvoir à une autorité civile. Aujourd'hui, dans la capitale Khartoum, des centaines d'employés des transports, des banques et des entreprises ont manifesté. Depuis la destitution du président soudanais Omar el-Béchir, le 11 avril dernier, le Soudan est dirigé par un conseil militaire de transition. Pour en parler, nous recevons le professeur Khalid Chegraoui. Monsieur Chegraoui, bonsoir. Bonsoir. Un accord semblait à portée de main il y a quelques jours entre les militaires et les protestataires, mais les négociations ont abouti à une impasse. Comment expliquer ce blocage? Effectivement, la situation aujourd'hui elle est bloquée. D'ailleurs, la semaine d'avant, on a parlé d'un accord presque au minimum, mais quand même très important du moment que les militaires et l'opposition se sont mis d'accord sur la période de transition à compter de 3 ans. Et en plus, ils se sont mis d'accord aussi sur la future composition du gouvernement, comme ils se sont mis d'accord à mettre tous les efforts pendant les 6 premiers mois de cette période de transition à régler les problèmes de séparatisme, les problèmes régionaux qui sont liés à la gestion du territoire soudanais. Mais le problème a bugué concernant 2 questions très importantes qu'on a plus ou moins laissé pour le reste des négociations, et principalement la gestion et la composition du Conseil souverain qui sera plus ou moins la future présidence du Soudan,
et l'Assemblée transitoire. D'ailleurs, chacune des parties a essayé d'imposer le fait qu'elle doit contrôler la majorité. Et je pense que ces deux questions ont été les majeurs problèmes, les majeures questions qui ont fait que le conflit a éclaté de nouveau entre les deux parties, en plus d'un certain nombre d'autres problèmes endogènes et exogènes aux Soudanais. Aujourd'hui, les deux parties campent sur leur position et les premiers signes de désunion semblent apparaître dans le mouvement de contestation. Une issue politique à la crise est-elle encore possible? Je pense que l'ensemble des acteurs au sein de l'espace politique soudanais parlent de possibilités de négociation. D'ailleurs, il y a une volonté de négociation, il y a un esprit de négociation et on est dans des espaces hautement qualifiés sur le plan politique, que ce soit l'opposition ou que ce soit les militaires, ce qui diffère largement d'un certain nombre d'autres pays arabes où il n'y a pas ce niveau de discussion politique assez responsable. Mais il faut quand même le dire et clairement que l'opposition aujourd'hui, d'ailleurs c'est un fait qui est lié à sa composition, elle souffre d'un certain nombre de disparités et d'hétérogénéité du moment que sa composante elle est multiforme, ce sont des gens de gauche, de droite, des islamistes, des modérés, des groupements professionnels, des syndicats, ils ne sont pas dans la même lignée ni idéologique ni en termes de demande concernant le futur Soudan. Et aujourd'hui, d'ailleurs même, je pense avant-hier, il y a eu plus ou moins une position assez importante et très révélatrice de cette disparité, principalement d'un des plus importants partis de l'opposition, le parti de la Oumma, qui date d'ailleurs des années 40, dont le leader est le fameux monsieur Sadr El-Mehdi, qui était plus ou moins contre cette annonce de grève générale du moment qu'il est beaucoup plus dans le politiquement correct et avec un procédé de négociation beaucoup plus souple avec les militaires. D'ailleurs, il faut reprendre en cela ces relations plus ou moins importantes avec un certain nombre de pays du Golfe, des États-Unis et même ces relations assez amicales avec certains clans militaires. Et il y a aussi les militaires qui sont en relation pas seulement avec les gens de l'intérieur, mais dernièrement on a vu la visite de ces militaires dans certains pays arabes, principalement l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Donc on a le droit de se demander quelle sorte d'influence ces pays ont pu imposer au Soudan et du moment quelle sorte de ligne de conduite qu'on a plus ou moins imposée aux militaires et si les militaires n'ont pas trouvé un certain appui matériel contre les grévistes. Et d'ailleurs il y a aussi une sorte d'utilisation du bâton et de la carotte. D'ailleurs c'est la chose qui a poussé un certain nombre de gens de l'opposition à baisser le temps concernant cette opposition et vouloir reconduire les négociations autrement. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour toutes ces explications. En Libye, les combats se poursuivent autour de Tripoli. Venues de l'Est, les troupes du maréchal Khalifa Haftar tentent de s'emparer de la capitale libyenne et affrontent les forces du gouvernement d'union nationale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les affrontements ont fait plus de 560 morts et 2800 blessés depuis le début des combats en avril dernier et plus de 80 000 personnes ont fui leur domicile. Retour au Maroc, où les ministres de l'Éducation nationale et de la Santé ont tenu une conférence de presse commune à Rabat. Ils ont annoncé leur engagement à répondre à 14 des 16 revendications exprimées par les étudiants en médecine en grève depuis 2 mois. Des revendications qui concernent notamment l'organisation de l'examen d'habilitation et l'amélioration des conditions de stage. Le gouvernement affirme également que les examens auront bien lieu à partir du 10 juin prochain. Reportage Bouchra Raif et Youssef Lotfi, le récit est de Hind Ben Abdenbi. C'est le bout du tunnel pour les étudiants en médecine dentaire et pharmacie. Après 8 semaines de grève, la majorité de leurs revendications ont été entendues par le gouvernement. Les ministères de l'Éducation et de la Santé ont annoncé avoir répondu à 14 des 16 demandes des étudiants, y compris celles qui concernent la révision des cahiers de normes pédagogiques. Il y a également la question de l'examen d'habilitation qui va remplacer les examens cliniques et qui va s'organiser en 3 sessions pour permettre aux étudiants de les passer dans les meilleures conditions. En ce qui concerne le concours de l'internat, il est aujourd'hui accessible aux étudiants du secteur public. Les 2 points de discorde qui demeurent concernent le rajout récent de la 6e année de médecine dentaire ainsi que l'accès au concours du résidanat.
On ne peut pas limiter l'accès de ce concours aux lauréats des universités publiques car c'est un concours qui ne concerne pas seulement la spécialisation mais également le recrutement. Le ministère de la Santé a recruté en 2009 700 résidents et ce sont des postes qui sont ouverts à tous les titulaires de doctorants en médecine, qu'ils soient lauréats de facultés publiques, privées ou étrangères et reconnues au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la mise en place d'un planning d'examen qui devrait démarrer le 10 juin et prendre fin le 24 juin prochain. Toujours à Rabat, une réunion s'est tenue au ministère de l'Intérieur sur l'état d'avancement du programme Tanger Métropole lancé en septembre 2013 par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Des membres du gouvernement et des représentants des secteurs concernés étaient présents. Cette réunion a permis de faire le point sur la réalisation des projets de développement prévus pour la ville du Détroit, un programme de développement intégré et inclusif qui mobilise un budget de 9 milliards de dirhams. Tanger, où le Peace Boat a fait escale, ce navire appartient à une organisation non gouvernementale japonaise engagée pour la protection de l'environnement. Avec à son bord des jeunes dirigeants de plusieurs régions du monde, le navire effectue un périple qui le mènera de la Méditerranée à l'Amérique du Nord. Et lors de chaque escale, il s'agit de sensibiliser la jeunesse et la société civile aux questions environnementales et climatiques. C'est un reportage de Siddiq Benzina et Farid Reito. Le récit est de Hind Ben Abdenbi. En provenance de La Valette et passant par Grenade, le bateau de la paix a dû parcourir la mer Méditerranée avant de faire escale au port de Tanger pour son 101e voyage mondial. Ce bateau, porte-étendard d'une ONG japonaise, transporte des jeunes leaders issus des pays de l'océan Pacifique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Au cœur de leurs préoccupations, les questions liées au changement climatique et à la dégradation des océans. Chaque escale, de pouvoir sensibiliser la société civile, les autorités sur 3 sujets qui sont d'une importance capitale aujourd'hui pour l'humanité. La paix, les changements climatiques et les océans. C'est une initiative très importante des jeunes qui viennent de tout le monde pour promouvoir les objectifs du développement durable. C'est aussi un agenda que nous soutenons fortement de côté de la Norvège. Au programme de cette escale, plusieurs ateliers encadrés par les jeunes leaders ainsi que des rencontres avec les représentants de la jeunesse et de la société civile tangéroise œuvrant pour le changement climatique et le développement durable. L'objectif est de renforcer les compétences des enseignants et des encadrants, mais également de sensibiliser les jeunes aux enjeux des changements climatiques et de la pollution des milieux marins. L'escale s'inscrit dans le cadre du programme des jeunes ambassadeurs de l'océan et du climat lancé le 24 mai dernier à Malte. Après Tanger, le bateau de la paix prendra la direction de Punta Delgada au Portugal avant de jeter l'ancre à New York le 8 juin prochain. Renforcer la conscience écologique, c'est aussi l'objectif d'une compétition internationale prévue à Ben Guerir en septembre prochain. De jeunes ingénieurs venus du monde entier devront présenter des projets d'architecture durable basés sur l'énergie solaire. Parmi les participants figure une équipe de l'université Moulay Ismail de Meknas. Ils vont présenter un projet de bâtiment nouvelle génération utilisant uniquement les énergies renouvelables. C'est un reportage de Sarah Jabri et Aladdin Lahmini. Créer, développer et innover, telle est la devise de Mehdi, Asma, Khaoula et leurs coéquipiers. Un groupe composé d'ingénieurs, de docteurs en efficacité énergétique, d'architectes ou encore de designers qui ont conçu ensemble un bâtiment durable qui utilise uniquement les énergies renouvelables. On parle d'énergie renouvelable, on parle des systèmes photovoltaïques thermiques, je parle d'efficacité énergétique de le bâtiment, que ce soit passif ou actif. Alors notre objectif c'est de concevoir, mettre en place bâtiment, on peut dire compatible à des besoins de consommateurs marocains. En termes de tradition, en termes de conditions météorologiques. Pour la concrétisation de ce projet nommé Solarution, en référence à l'énergie solaire, une étude thermique a précédé l'élaboration du plan du bâtiment durable. Une démarche innovante qui a permis à l'équipe d'être sélectionnée pour participer à la compétition Solar Decathlon Africa. L'étude thermique permet de mesurer et de définir le coût énergétique d'un bâtiment en fonction de plusieurs critères. Et c'est à travers cela que nous avons réalisé le plan du bâtiment, tout en respectant le savoir-faire traditionnel. On a un rendez-vous maintenant en septembre pour mettre en place cette maison
écologique avec une voiture électrique également qui fait partie du projet. Et tout ça aura lieu en septembre à Bintli prochainement. Et nous espérons réussir. Rendez-vous donc en septembre prochain pour la phase finale de cette compétition internationale des bâtiments verts dans sa version africaine. Une édition pour laquelle 20 projets représentant différents pays à travers le continent ont été sélectionnés. Direction à présent la ville de Rissani où les patients souffrant d'insuffisance rénale doivent se déplacer à Rachidia pour les séances de dialyse. Pourtant, Rissani abrite un centre d'hémodialyse ouvert en 2017, mais aucun médecin n'y a postulé malgré les nombreux appels à candidature du ministère de la Santé. C'est un reportage d'Abd Samad Taam, le récit est de Isa Sharqi. Nous sommes à Rissani et Tau fait des séances de dialyse depuis près de 9 ans. Pour cela, elle doit se déplacer 3 fois par semaine vers le centre d'hémodialyse le plus proche qui se trouve à Rachidia, à 200 km de sa ville. Cela fait 9 ans que je fais des allers-retours à Rachidia pour mes séances de dialyse. Et même là-bas, ils ne disposent pas de toutes les analyses dont j'ai besoin. Il y a 2 ans, un centre d'hémodialyse a pourtant ouvert dans la ville, mais n'est toujours pas fonctionnel en raison de l'absence du staff médical nécessaire. Le ministère a procédé 3 fois à un appel à candidature. Nous sommes toujours en attente d'un médecin officiel qui sera affecté à ce centre. D'un budget global de 23 millions de dirhams, le centre d'hémodialyse de Rissani est une initiative de 2 bienfaiteurs originaires de la ville et ambitionne à recevoir les 204 patients de la région souffrant d'insuffisance rénale. Pendant le mois de Ramadan, les habitudes alimentaires changent. Diététiciens et nutritionnistes délivrent les conseils à suivre. Au cours de cette période, les personnes intolérantes au gluten doivent également adapter leur alimentation. Le régime sans gluten permet d'éviter cette protéine que l'on trouve dans les céréales et leurs dérivés. Durant ce mois, il s'agit de trouver un subtil équilibre entre les contraintes alimentaires et les délices des ftours ramadanesques. C'est un reportage de Sarah Jabri et Alaeddin Hamini. Des crêpes à la farine de maïs, une recette sans gluten dans la Tefa ne se passe plus. Cette mère de famille, également nutritionniste, est atteinte de la maladie cœliaque, aussi appelée intolérance au gluten. À l'heure du ftour, pas de croissant ni pain de la boulangerie. Tout est fait maison à base de farine alternative adaptée à sa maladie. On peut diversifier notre table de Ramadan. On peut faire tout ce que les autres font. Mais c'est avec des produits qui sont vraiment pas à la portée de tout le monde. Donc il y a des farines qui peuvent réussir toutes les recettes. Des produits qui sont loin d'être disponibles et qui coûtent cher. Le prix d'1 kilo de farine sans gluten coûte entre 40 et 140 dirhams. Pour les pâtes, il faut compter en moyenne 80 dirhams pour un paquet de 500 grammes. Dans son cabinet, la Tefa reçoit chaque jour des patients qui peinent à suivre au quotidien le régime sans gluten à cause de la cherté des produits, parfois même au péril de leur vie. Je dépense environ 1000 dirhams par mois pour acheter des aliments adaptés, sachant bien que je me prive de beaucoup de choses comme les pâtes et les biscuits. Je prends uniquement la farine sans gluten, le maïs et le riz. Il y a une absence quasi totale de produits sans gluten faits au Maroc. Tout ce qu'on trouve sur le marché est importé et coûte excessivement cher. Beaucoup de patients n'ont pas les moyens d'acheter ces produits, essentiels au quotidien. Au Maroc, la maladie cœliaque reste encore peu connue malgré qu'elle atteigne environ 300 000 personnes selon les estimations des associations de malades en l'absence de statistiques officielles. Une maladie pour laquelle il n'existe pas encore de remède miracle. La seule solution à l'heure actuelle reste de respecter scrupuleusement le régime sans gluten à vie. Le design n'est pas un luxe, mais l'expression d'une culture et d'un art de vivre. C'est l'idée défendue par Génération Africaine, la force du design, un ouvrage de Hicham El-Hlou et Mugendi Emrita aux éditions Langage du Sud. Un ouvrage qui témoigne de l'expérience de 50 designers africains qui expriment toute la diversité culturelle du continent. Le livre vient d'être présenté au public par ses auteurs. C'est un reportage à Casablanca de Mohamed Badawi. Le récit est de Samia Harissi. Fatili est designer et céramiste sénégalaise. Elle a fait le déplacement de Dakar pour assister à la présentation de Génération Africaine, la force du design. Comme la cinquantaine de designers évoqués dans cet ouvrage, elle s'inspire d'objets du quotidien, les développe pour les transformer en œuvres d'art.
Cet ouvrage a déjà pour objectif de montrer les talents qui sont en Afrique, les designers qui font du travail et qui utilisent des savoir-faire traditionnels ancestraux pour créer des objets utilitaires, décoratifs. Donc il s'agit déjà de montrer notre savoir-faire et de créer des passerelles entre nous-mêmes. Génération africaine, la force du design est co-signée par 2 designers du continent, Hicham Lhlou et Mujendi Kamrita. En retraçant l'histoire de cette discipline, ils mettent en lumière l'extraordinaire créativité des designers africains. Aujourd'hui même, on peut dire que le design et les designers africains sont contactés par des marques internationales avec qui elles collaborent. Ils sont dans des grandes expositions muséales et ils sont dans des collections de musées. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'Afrique, pas parce que c'est à la mode où on doit en parler, parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité, il y a une jeunesse croissante, il y a des besoins, il y a une créativité incroyable. Un ouvrage témoin de son temps. Dans un continent où certains pays ont des croissances à 2 points, le design ne peut qu'être en plein essor. Un univers qui englobe tous les secteurs et qui accompagne à travers toutes les étapes de la vie, tout en harmonie et en élégance. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. L'Arabie Saoudite accueille un sommet arabe extraordinaire. Cette réunion d'urgence se tient demain à la Mecque. Un sommet de l'organisation de la conférence islamique est également prévu. Un 14e sommet islamique dont les travaux préparatoires se tiennent en ce moment même dans la ville de Jeddah. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Salahdine Romari pour le Messaïa aux alentours de minuit 35. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.